l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 31, Jean-Pierre Bouchou, inspecteur général de la jeunesse et des sports, première partie. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode des acteurs de l'ombre, nous permettant une fois de plus de plonger dans les arcanes du sport et du sport de haut niveau, avec ceux et celles qui le font. Et cette fois, j'accueille à ce micro monsieur Jean-Pierre Bouchou, inspecteur général de la jeunesse et des sports. Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour, inspecteur général de la jeunesse et des sports, honoraire. Ça veut dire que je suis à la retraite depuis 2013. Voilà. Afin de commencer par le commencement, j'aimerais savoir comment vous êtes rentré dans le sport. Est-ce que c'est une passion d'enfance, une tradition familiale, un déclic et d'une manière générale, quel est votre rapport au sport et à quel moment avez-vous compris qu'il aurait une place centrale dans votre vie ? Alors, je ne suis pas tombé dedans familialement. Mon papa était ingénieur des travaux publics et ma maman était mère au foyer. J'ai 2 frères et une sœur. Et j'ai fait toute ma scolarité à Autun, en Saône-et-Loire. C'est à Autun où d'abord j'ai fait du scoutisme. Ensuite, j'ai passé le BAFA et j'ai fait de la colonie de vacances. Et en parallèle, j'ai commencé un petit peu de gymnastique au cercle sportif autunois, le CSA. Et j'ai assez vite bifurqué sur le basket, qui était le sport phare de ce club, cercle sportif autunois. Donc j'ai fait du basket, disons en commençant en étant minime. Après cadet, j'ai été sélectionné par Jo Burtin, le CTR de Bourgogne, pour faire partie de l'équipe de Bourgogne. Et c'est ainsi que j'ai découvert le Creps de Dijon et les CTR et toute cette sphère que évidemment je ne connaissais pas. Et c'est après le bac, en discutant avec mon prof d'éducation physique, que je me suis préparé à passer P0, c'est-à-dire à m'engager dans la filière des professeurs d'éducation physique et sportive, qui était la seule filière sportive professionnelle à cette époque-là. Donc j'ai fait un P1 à Mâcon, au lycée Lamartine. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs très performants qui m'ont permis d'accéder à l'école normale supérieure d'éducation physique à Paris, ici, là, avenue du Tremblay. Et donc j'ai fait 3 ans d'études intensives, très intensives même, de sport. Et c'est là que je me suis spécialisé sur les sports de nature, parce qu'à cette époque-là, on appelait ça le plein air. Et on avait un directeur, Robert Joyeux, qui avait modifié l'organisation des études pour donner de la consistance à la spécialisation. Donc les études duraient 3 ans. Et j'ai eu la chance donc, de faire une première année sur 6 mois et une deuxième année sur 18. Et donc c'est dans cette période de spécialisation que j'ai fait beaucoup de plein air. On avait l'habitude de dire entre nous qu'on passait 2 week-ends, c'est-à-dire qu'il y avait le jour sportif où il y avait des compétitions. Alors nous, on n'avait pas ça, donc on partait au Saussois, on partait faire du canoë, et puis le samedi, dimanche, pareil, on partait faire de la voile et d'autres activités. C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à la fois dans les sports de nature qui m'ont vraiment beaucoup passionné, et puis dans ce qu'on appelait à cette époque-là l'extrascolaire, parce que pendant mes études donc de spécialisation, l'administration centrale
a fait savoir au directeur de l'ENSEP qu'ils allaient nommer des CTR plein air dans les parcs naturels régionaux, ce qui m'a amené à faire un mémoire avec un collègue sur les parcs naturels régionaux. Et c'est ainsi que je me suis vu proposer pendant mon service militaire, parce que j'ai fait mon service militaire à l'école militaire préparatoire d'Autun, comme prof de PS. On a eu des classes qui ont duré 3 semaines, et puis tout de suite après, c'était la scolarité. Donc j'avais des élèves de seconde, première, terminale et de préparation à Saint-Cyr, qui étaient quasiment pas si jeunes, enfin j'étais pas si vieux que ça, puisque on avait peu d'écart avec les préparations à Saint-Cyr. Ça s'est très très bien passé, et pendant mon année de service militaire, j'ai été contacté par un directeur de parc naturel régional, celui des Landes de Gascogne, avec qui j'avais été en contact pour mon mémoire, et qui m'a dit « J'ai un poste, est-ce que ça vous intéresse ?» Et donc pendant mon année de service militaire, il a fait le nécessaire, puisque ça m'intéressait, avec l'administration pour que je sois nommé donc dans les Landes. C'était mon premier poste en tant que CTR plein air. Pour moi, c'est une étape fondatrice. D'abord parce que j'ai continué à pratiquer beaucoup de sports de nature, du ski, de la montagne, du canoë-kayak. J'ai passé toute une série de brevets, moniteur de voile, de canoë, accompagnateur équestre, accompagnateur de moyenne montagne, enfin bon, plein de qualifications. Mais surtout, j'ai eu la chance de bénéficier de la formation des parcs naturels régionaux. Et donc pendant 1 année et demie, quasiment 1 semaine par mois, je suis parti en formation un peu partout, dans les parcs et même à l'étranger. C'était la formation des directeurs de parcs en réalité, à laquelle j'ai pu me rattacher. Et donc j'ai fait plein de choses quand j'étais dans les Landes de Gascogne. Développer de la randonnée, des gîtes, construire des bases, former, créer des clubs, former des moniteurs. Et pour moi, ça a été une période très riche. Mais au bout de 7 ans, je me suis rendu compte que la nature administrative des parcs, qui étaient des missions, quand j'y étais, c'était une mission, eh bien, cette structure, ça s'est structuré et c'est devenu des syndicats mixtes. Et donc, dans les Landes de Gascogne, c'était un syndicat mixte qui comprenait la région, les 2 départements des Landes et de la Gironde, les 2 syndicats intercommunaux, et puis un certain nombre d'autres structures. Mais le plus dramatique là-dedans, c'est que tous les personnels ont été donc versés dans la fonction publique territoriale, et le mode de fonctionnement est devenu très rigide, puisqu'on ne pouvait plus rien faire sans que ça passe par une décision en bureau. Il fallait donc préparer des dossiers, attendre les décisions. C'était plus du tout la même façon de fonctionner. Et j'ai bien vu que cette façon de travailler ne me convenait pas. Et donc j'ai cherché à partir. J'ai été démarché par le parc naturel du Morvan. Et comme j'étais originaire de cette région, j'ai bien expliqué que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du développement des sports de nature. On m'a dit oui, bien sûr, c'est ce dont on a besoin. Donc on a un poste jeunesse et sport que Jean-Pierre Soisson, alors ministre, s'était débrouillé pour le débloquer. Et donc j'ai été nommé dans le Morvan. Et assez vite, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'était un guide capable d'accompagner les VIP sur la Cure et le Chalot en canoë, de faire des randonnées équestres, d'organiser des manifestations, mais pas du tout de faire du développement avec les jeunes du secteur, du territoire, et d'aider justement à la création de clubs et à la formation de gens issus de ce territoire. Donc assez vite, j'ai compris que ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas durer, donc j'ai passé le concours d'entrée à l'INSEP pour faire la formation supérieure. Pendant 2 ans, donc, j'ai fait la formation. Ça a été une vraie chance aussi pour moi de reprendre des études et d'approfondir un certain nombre de sujets, aussi bien d'écologie, de sociologie. Et à la sortie de ces 2 ans, l'administration ne me proposait rien d'autre que de reprendre le poste que j'avais
en Bourgogne, le CTR pour le parc du Morvan, donc ça ne m'a pas intéressé. J'ai passé le concours d'inspecteur, je l'ai réussi, et c'est comme ça que j'ai changé complètement de carrière. Avant, j'étais cadre technique sur les sports de nature, et d'un seul coup, je suis devenu un administratif. J'ai fait mon stage d'inspecteur stagiaire en Gironde, parce que j'ai oublié de le dire, mais je suis marié, j'ai 5 enfants, à l'époque j'en avais 4. J'ai eu le 5e quand j'étais justement stagiaire, et toute cette famille était restée dans le sud-ouest, ne m'avait pas heureusement suivi dans le Morvan. Et donc j'ai pu profiter de ces 2 ans de formation pour me compléter mes formations et m'affermir dans mon projet professionnel, puisque en passant le concours d'inspecteur, j'ai choisi un poste à Besançon, qui est un des territoires que j'appréciais beaucoup pour les sports de nature. Et donc je suis devenu inspecteur de base dans une direction départementale. J'ai été repéré très vite par le préfet de région, qui m'a sollicité pour aller au SGAR, le secrétariat général aux affaires régionales. Le directeur départemental ne voulait pas. Et donc, ils ont négocié un mi-temps. Donc, je passais un mi-temps à la direction départementale du Doubs et un mi-temps au SGAR, le secrétariat général aux affaires régionales, c'est-à-dire une petite équipe qui est auprès du préfet pour gérer les affaires régionales. Ça a été là aussi pour moi très formateur. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un SGAR exceptionnel, Daniel Perrin, qui m'a beaucoup appris en matière d'administration. Mais j'ai pu aussi continuer à travailler sur le canoë-kayak. On a fait des topoguides, on a fait des études sur la Loue, sur le Doubs. On a monté tout un tas d'opérations sur le ski nordique, puisque c'était le démarrage du ski nordique. Il y a eu la loi montagne de 85 qui a permis aux collectivités et des redevances pour accéder aux pistes. On a monté une association départementale dont j'étais secrétaire, au Doubs Ski de Fond, qui coordonnait les différents secteurs, qui harmonisait les tarifs de redevance et qui gérait ce qu'on appelait la réciprocité. On a monté une association au niveau massif, l'espace nordique jurassien, qui faisait la même chose pour coordonner les 3 associations départementales et qui faisait le lien avec une association nationale qui s'appelait France Ski de Fond à cette époque-là. Donc oui, j'ai mené plein d'activités qui m'ont beaucoup passionné, entre autres sur la formation. Et je me suis permis de faire une note au directeur des sports sur les problèmes de formation, ce qui m'a valu un contact d'une collègue inspectrice, Dominique Spinozzi, qui m'a dit « Il y a un poste à la direction des sports sur les formations et on aimerait bien que tu viennes ». Et c'est comme ça que j'ai atterri à la direction des sports. De nouveau, la famille est restée sur place 1 année, le temps que je trouve une solution d'hébergement sur Paris, et j'ai fait une dizaine d'années à la direction des sports, 5 ans sur la formation, les qualifications, les métiers, les établissements et les cadres techniques, et 5 ans sur le sport de haut niveau. Donc là, j'aurais plein de choses à raconter sur ces 2 sujets, ces 2 thématiques qui ont un peu traversé en permanence mon parcours professionnel. Et j'ai eu des tas d'aventures, à la fois positives et à la fois négatives, parce que dans le positif, par exemple, on a pu créer un réseau européen des instituts de sciences du sport. J'étais très actif à ce niveau-là. Au niveau des échecs, on n'a pas réussi à travailler avec l'éducation nationale. On avait pourtant monté des tables rondes sur les métiers, les qualifications, la formation. Et puis, nous étions chargés d'organiser, ça s'est très bien passé, et l'éducation nationale devait sortir les actes, et ça s'est jamais fait, voilà. Donc ça fait partie il y en a d'autres, des ratés ou d'autres réussites, mais enfin, c'est les principales qui me viennent en tête. Sur le sport de haut niveau, c'est pareil, et là, ça a très très bien marché. J'ai pu lancer une opération qui s'appelait les filières du sport de haut niveau. Et ce passage
m'a donné une expertise sur le sport de haut niveau qui m'a permis d'intervenir après comme directeur régional ou à l'inspection générale sur cette thématique du sport de haut niveau et en particulier dans la formation des cadres techniques. Voilà, donc ça c'est le passage à la direction des sports. Ça s'est terminé que j'ai été nommé directeur régional à Dijon. Et là de nouveau j'ai retrouvé les dossiers de base qui m'ont beaucoup passionné. C'est l'année où on a lancé le recensement des équipements sportifs, où on a lancé le schéma de service collectif du sport. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, parce que ça a été abandonné alors que c'était une superbe idée. Pour faire court, il s'agissait de dire au niveau national ce que le niveau national attendait de tous les aménageurs du territoire, et donc d'imposer à tous ceux qui mènent des dossiers d'aménagement du territoire, aussi bien au niveau local, départemental, régional, un certain nombre d'axes et d'obligations. Donc on comprend bien sur les transports, la communication, les espaces naturels, et on a eu la chance de voir une thématique sur le sport. Et donc on a fait passer des tas d'idées. C'était très très bien, mais ça n'a pas été suivi par les politiques. Ça c'est sur le poste de DR à Dijon. Après j'ai fait DR à Paris. Alors là c'est une grosse usine, parce qu'à la fois c'est la plus grosse région, le plus grand nombre de personnel, avec des directeurs départementaux très jaloux de leurs prérogatives, énormément de personnel, en particulier la gestion de cadres techniques fédéraux qui ne sont pas sur contrat de préparation olympique. Tous ceux qui sont sur contrat sont gérés par la direction des sports, mais quasiment tous les autres entraîneurs ou conseillers techniques nationaux sont gérés par la DRIF. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tous les cas, moi ça m'occupait beaucoup, parce que je faisais partie de ces directeurs régionaux qui disaient les cadres techniques circulent sur le terrain, rencontrent des présidents de clubs, des élus, beaucoup de responsables fédéraux, et beaucoup plus qu'un pauvre directeur régional ne peut en rencontrer. Donc il faut absolument alimenter les cadres techniques sur les politiques publiques, les priorités, et leur demander de nous faire remonter un certain nombre d'informations, aussi bien en dysfonctionnement qu'au contraire en opération réussie. Et donc oui, j'ai passé beaucoup de temps avec les cadres techniques, mais là aussi, ça n'a pas débouché sur des évolutions significatives, alors que j'ai fait des propositions par des notes à l'administration centrale, mais on voit bien qu'à l'administration centrale, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, les choses étaient, et je pense qu'elles le sont encore aujourd'hui, très compliquées, parce que les niveaux techniques avec les métiers sont dans les directions d'objectifs, mais les décisions se prennent au niveau politique, au cabinet, et plus aucune décision ne se prend sans l'accord du ministre ou du cabinet du ministre. Et donc pour la moindre question ou la moindre nomination, tout remonte à l'arbitrage du ministre. Donc c'est effectivement difficile de travailler sérieusement quand il y a un turnover au niveau du cabinet et des ministres, et que les administrateurs du niveau central n'ont pas la culture d'entreprise pour comprendre les enjeux qu'il peut y avoir sur les services ou les personnels. Donc j'ai été, j'allais dire tout naturellement, mais s'il n'y a rien de naturel, nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports. Après ce poste à la direction régionale de Paris-Île-de-France. Et là, à l'inspection générale, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai fait une dizaine de métiers au ministère. Évidemment, inspecteur général, c'est un tout autre métier, mais qui est passionnant. Et on a à la fois des missions territoriales, des missions ponctuelles, des missions de contrôle. Moi j'ai beaucoup œuvré sur des missions interministérielles, beaucoup sur la formation, la présidence de jury. Et il y a des tas de facettes, et là aussi c'est sûrement à l'inspection générale que reste encore un peu de culture d'entreprise, parce que au moins la moitié des inspecteurs généraux sont issus des corps propres du ministère, l'autre moitié c'est des personnes qui viennent d'autres administrations.
Mais tous ceux qui viennent des corps propres connaissent bien l'histoire, connaissent bien l'émission, connaissent bien les compétences des personnels. Et c'est un endroit où justement cette culture professionnelle dure parce que jusqu'à présent, on restait beaucoup plus longtemps nommé inspecteur général, et moi j'ai fait une dizaine d'années, que les directeurs d'administration pouvaient faire, alors que tous les 2-3 ans, ils partent ailleurs. Donc il y a de nouveaux agents administrateurs qui arrivent, il faut de nouveau tout expliquer, enfin, bon. Et les décisions ne se prennent pas facilement dans ce contexte. Voilà, donc là j'ai eu la charge de la fonction d'adjoint au chef de service de l'inspection générale, ce qui m'a donné aussi une vue transversale sur tous les sujets. Et après, je suis parti à la retraite en 2013, tout en restant un peu aux manettes, parce que j'ai pris la présidence de l'association professionnelle des inspecteurs généraux, c'est-à-dire du syndicat des inspecteurs généraux. Et j'ai fait ça un certain nombre d'années, et ce qui a beaucoup changé, c'est que il n'y a plus d'inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, ça n'existe plus. Le statut a disparu, la structure a été rattachée à l'éducation nationale, et puis là aussi ça a encore changé, donc maintenant c'est un corps des administrateurs de l'État. Et donc dans ce contexte, notre association professionnelle s'est dissoute au profit de la nouvelle association des nouveaux corps, enfin des personnels occupant des fonctions à l'inspection générale, mais issus de ce nouveau corps d'administrateurs de l'État. Ce qui fait que je suis vraiment maintenant à la retraite. Voilà, donc de temps en temps on m'appelle, certaines fédérations, j'ai été appelé quelquefois par le canoë, quelquefois par la randonnée pédestre. J'ai beaucoup donné pour les sports de nature. Il y a un pôle national de ressources à Vallon-Pont-d'Arc que j'ai suivi dès sa création, où je suis intervenu de nombreuses fois et où j'interviens encore un tout petit peu quand on me le demande. Mais bon, c'est normal que ça soit maintenant un peu du passé. Voilà, donc j'ai plus tellement d'occasion de revenir aux affaires, entre guillemets. Alors justement, si on regarde tout ce parcours dont vous avez fait le tour d'horizon, si on prend un peu de recul, est-ce qu'il est possible de résumer tout cela en une idée forte ? Est-ce qu'il y a eu un moteur constant chez vous pour votre engagement dans le sport et la jeunesse ? Alors d'abord, il faut beaucoup de modestie dans cette affaire, parce que à aucun moment, quand j'étais au niveau du bac, j'avais l'idée de ce que je ferais au-delà de l'année qui allait arriver. Bon. Donc j'ai eu la chance d'intégrer l'ENSEP. À l'ENSEP même, j'ai mis du temps avant de comprendre que ce qui allait m'intéresser, c'est l'extrascolaire. Alors j'ai donné une anecdote parce que pour moi elle était révélatrice. Parmi les nombreux stages pédagogiques que j'ai pu faire, il y en avait un à Henri IV, qui est quand même un lycée phare de Paris. Et donc, je suis arrivé dans une organisation où les cours duraient 1 heure. En réalité, ils duraient 55 minutes parce qu'il fallait prendre les élèves au perron et les ramener au perron. Je suis tombé dans un cycle de gymnastique, donc amener les élèves au gymnase, aller au vestiaire, les faire s'habiller, monter au gymnase, installer le matériel, et après, il faut tout démonter et se changer et revenir au perron. Résultat des courses, moi je suis tombé dans un cycle de barre fixe, et les gamins devaient passer, je sais pas, peut-être 3 fois sur la barre fixe. Et alors j'ai pas fait que ça, parce qu'il y avait aussi un cycle d'athlétisme, donc on courait autour des arbres de la cour, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce métier-là qui sert à rien, quoi, parce que c'est pas du boulot de faire des trucs comme ça. Un autre stage aussi où les professeurs d'EPS se parlaient pas et n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ils avaient réparti le matériel. Et moi, je suis tombé sur un cycle de basket, j'étais tout content. Et j'avais 2 ballons, voilà, pour une classe d'une 30aine d'élèves. Donc, on ne fait rien avec 2 ballons. En basket, il faut que chacun ait un ballon. Enfin. Et il y avait des ballons dans tous les casiers des autres professeurs.
Et donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors heureusement, j'ai fait un stage à Marcelin Berthelot, ici à Saint-Maur-des-Fossés, où l'emploi du temps était d'abord fait pour l'éducation physique, pour utiliser au maximum les installations. Il y avait une séance de 2 heures et une séance de 1 heure. Et donc, il y avait une bonne coordination entre les profs. Et pour moi, c'était le paradis, quoi. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas comme ça partout ? Voilà. Et ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée souvent. Il y a des choses qui marchent bien. Et comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de les généraliser ? Voilà. Alors après, on comprend que les profs des autres matières n'acceptent pas de changer leur emploi du temps parce qu'ils veulent tel jour de libre. Et que si on commence par l'éducation physique, ça bouscule tous les emplois du temps. Et donc, il faut un chef d'établissement qui soit sacrément à la fois gonflé et énergique pour l'imposer à tout le monde. Et oui, mais peut-être qu'il aurait fallu donner des instructions au niveau national. Enfin bon, bref. Et donc, assez vite, j'ai compris que moi, mon avenir était dans l'extrascolaire. Mais dans l'extrascolaire, quand je suis parti dans les parcs naturels régionaux, je ne savais pas combien de temps j'allais durer là-dedans. J'ai jamais eu de plan de carrière, entre guillemets. Et c'est plus par opportunité ou par défaut. C'est-à-dire que quand j'ai vu dans les Landes que c'était pas possible de continuer, ou alors j'allais m'encrouter. J'ai un collègue, d'ailleurs, qui n'était pas prof de PS, mais qui était au parc. Et bon, ben lui, il est resté. Il est devenu maire d'une petite commune. Enfin bon. Et moi, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Moi, je commençais ma carrière. J'avais envie de voir autre chose. Et donc, je suis allé dans les Landes en pensant pouvoir faire dans le Morvan, pardon. J'ai quitté les Landes pour aller dans le Morvan. Je pensais pouvoir y faire du bon travail et je n'ai pas pu. Et donc, j'ai passé le concours de la formation supérieure de l'INSEP parce que je ne trouvais pas d'autre voie. Et quand on ne m'a rien proposé, j'ai passé le concours d'inspecteur quasiment par défaut. C'est-à-dire, moi, je me serais bien vu faire autre chose dans le domaine des sports de nature. Et comme on ne me proposait pas, j'ai passé le concours et là, j'ai changé effectivement complètement de métier, d'horizon. Mais quand j'ai commencé inspecteur, à aucun moment, j'aurais imaginé être directeur régional, par exemple. À aucun moment. Et c'est les opportunités et c'est la vie qui fait que... d'ailleurs, j'ai des collègues, je me souviens très bien, j'ai passé le concours d'inspecteur. Il y en avait un qui disait « Mais moi, je voudrais être directeur d'établissement et après, je serai inspecteur général. » Le mec passait le concours d'inspecteur, il avait déjà dans l'idée d'aller à l'inspection générale. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était, quasiment l'inspection générale, donc ça ne risquait pas de traverser mon esprit. Donc, je n'ai pas eu de plan de carrière, je me suis investi partout à 150% sur ce que j'avais à faire. D'ailleurs, j'ai eu un collègue, quand j'étais DR à Dijon, le directeur adjoint me disait « Mais Bouchou, pourquoi tu fais tout ça ? Qui c'est qui te le demande ?» Et moi, je ne m'étais jamais posé la question. Pourquoi je faisais tout ce que je... Parce que c'était... Je ne sais pas comment dire, ma vocation, c'était mon devoir, je devais faire. J'ai jamais pris le travail comme un pince-homme, j'ai pris le travail comme des opportunités pour faire des choses, à la fois pour les jeunes, pour les associations, aider les fédés, aider les personnels, aider les territoires. À aucun moment, je me suis demandé, est-ce que j'en faisais trop ? Est-ce que j'en faisais pas assez ? Je sais pas, je faisais ce que je pouvais, le mieux possible, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé DR à Paris. Alors ça, c'est encore un sacré truc. Quand j'étais à la direction des sports, j'ai beaucoup travaillé et beaucoup rencontré des gens dans tous les secteurs. Parce que quand j'étais sur le premier poste formation-emploi, j'avais dans toutes les fédés, dans tous les services, des correspondants qui s'occupaient de la formation, que je réunissais régulièrement, tous les ans 2 fois. Ensuite, quand j'étais au sport de haut niveau, pareil. Il y avait un réseau des sportifs, le réseau du sport de haut niveau avec les établissements, les fédés, les services, et on avait des réunions régulières. Et donc, j'ai connu tous les DTN, tous les adjoints de DTN, donc énormément de personnes. Et ça m'a beaucoup enrichi, sans parler d'un certain nombre, de responsabilités
que je n'aurais jamais imaginé et qui me sont tombés dessus. Par exemple, j'arrive à la direction des sports. L'adjoint s'appelait Jacques Dercy. Il me dit « Bouchou, vous occupez des cas techniques. On a un problème avec la fédération de judo. Il y a des problèmes avec les grades. Donc, on va vous nommer délégué ministériel pour le judo. » Moi, je ne savais même pas ce que ça existait, je ne savais pas ce que c'était. Donc, délégué ministériel, c'était quelqu'un de l'administration centrale qui était nommé pour exercer auprès d'une fédération un rôle d'observation et de transmission, qui assistait aux assemblées générales, au comité directeur, aux réunions des cadres techniques, et puis qui pouvait à tout moment saisir le ministre ou l'administration sur un problème découvert, ou répondre à des questions, parce que moi c'est plutôt ça que j'ai fait avec le judo, ou quand on assiste à une assemblée générale. Pensez bien qu'il y a un tas de présidents de clubs qui vous interpellent. Oui, mais profession sport, oui, mais la lutte contre le dopage, oui, mais donc ça obligeait le fonctionnaire de l'administration centrale à être au courant de tous les autres dossiers qui n'étaient pas ses dossiers à lui. Et donc le judo m'a permis d'avoir une vision de toutes les politiques publiques sportives, ce qui m'a aussi facilité la vie quand je suis passé au sport de haut niveau. Et tout ça, c'est des métiers, entre guillemets, des missions très, très enrichissantes et très utiles, à mon avis, mais qui ont disparu. Les délégués ministériels, ça n'existe plus. Et de mon point de vue, c'est dommage. Voilà. Et donc, je n'ai pas d'idée, quand je commence à être inspecteur, de ce que je pourrais faire après. Je suis parti en administration centrale parce que Dominique Spinozzi, qui était de ma promo, m'a un peu forcé la main et qu'ils ont été très sympas avec moi parce que j'ai dit « Mais écoutez, vous êtes gentil, mais moi, à la centrale, je suis marié, j'ai 5 enfants, je ne vois pas comment je peux... Bon, on va se débrouiller. » Effectivement, ils se sont débrouillés. Pendant 6 mois, j'ai été logé à l'INSEP, par exemple. Donc, ça m'a facilité la vie et ça m'a donné le temps de trouver une solution pour habiter Créteil avec ma petite famille. Mais je n'imaginais pas ce que je ferais après. Et quand il y a eu une réorganisation de l'administration centrale, moi je serais bien resté à la formation et tout ça. Non, il a fallu que je dégage parce que c'est à ce moment-là qu'on a inventé la délégation aux formations. Et donc la délégation aux formations, c'était une de ces idées très intéressantes de mutualisation. On va prendre tous ceux qui s'occupent de formation à la direction des sports et à la jeunesse, on va en faire une délégation. Comme ça marchera beaucoup mieux. Bon, pourquoi pas. Et alors j'ai fait moult notes pour expliquer en quoi et comment c'était intéressant et pourquoi il y avait des risques. Et j'ai fait plusieurs fois la remarque au directeur des sports. Je trouve quand même un peu fort qu'il y ait ces modifications sans que le premier intéressé par le sujet, c'est-à-dire moi, à la direction des sports, n'ait jamais été entendu par personne qui s'occupait de la réforme. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que quand j'étais en vacances, coup de téléphone du cabinet, monsieur Christian Paul, pour pas le nommer, conseiller de Bredin au ministère, elle me dit « Alors, monsieur Bouchou, il paraît que vous n'êtes pas content parce qu'on ne vous a pas écouté, vous allez venir immédiatement dans mon bureau. » Bon, très bien. Alors, hop, je saute dans le train, je vais au cabinet. Et puis, bon, je dis ce que j'avais à dire, je commente les notes, et puis je ne savais s'il n'y a qu'une chose à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que nous, on a appris à traiter les problèmes de formation, de qualification, avec les problèmes d'emploi. La thématique est liée, et si vous voulez faire une délégation, il faut faire une délégation aux formations et à l'emploi. Mais monsieur Bouchou, vous n'y pensez pas, ça serait une véritable révolution. Alors effectivement, ils ont fait une délégation formation. Et 2 ans après, ils ont fait une délégation formation et à l'emploi. Parce que c'est pas possible de traiter sérieusement des problèmes de formation si en même temps on n'a pas la main sur les dispositifs d'emploi ou l'observatoire, ne serait-ce que l'observatoire de l'emploi pour calibrer le nombre de personnes à mettre en formation. Donc voilà mes aventures, enfin j'en ai eu un paquet, et si je faisais la liste, vous seriez un peu surpris. Mais j'ai été très très bien à la direction des sports, sans savoir, alors après je suis allé au sport de haut niveau aussi quand même, ça se refuse pas, le directeur
de l'époque me convoque en me disant « Bon, votre bureau n'existe plus, on réforme tout, il y a une délégation formation, c'est pas vous qui serez délégué, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je vous propose de prendre le haut niveau. » Bon, on pensait bien que quand on s'intéresse au sport, ça ne se refuse pas de prendre le bureau du haut niveau. Donc, je suis parti au bureau du haut niveau comme ça. Jamais j'avais dans l'idée de devenir un jour responsable du sport de haut niveau à la direction des sports. Bon, donc là, j'ai œuvré un certain nombre d'années, 5. Et puis, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Mais comme je l'ai dit souvent, il faut du renouvellement pour que d'autres personnes viennent avec d'autres idées et qu'on franchisse des caps. Hein. C'est-à-dire que sur le sport de haut niveau, les sections sport-études, c'était une très très bonne idée. Sauf que c'est impossible d'avoir dans la même classe les gens qui ont le même potentiel. Bon, donc c'était une très bonne idée à un moment. Après, on a fait des CPEF, des centres permanents, donc c'était le terme important, de formation pour les sportifs de haut niveau. Donc là, on prenait des gens qui étaient dans différentes formations et on les mettait sur une structure avec les meilleurs entraîneurs. Bon, c'était pas mal, mais tout le monde voulait avoir des CPEF dans toutes les régions. Donc, quand je suis arrivé, on a mis en place la notion de filière du sport de haut niveau, un peu comme la filière bois, c'est-à-dire que pour avoir des meubles, il faut qu'il y ait des gens qui produisent des arbres de qualité et de la bonne essence et tout ça. Donc la notion de filière, c'était ça, c'était de faire en sorte que tout le monde travaille dans cette idée des équipes de France dans ce qu'on appelait les épreuves de référence, c'est-à-dire les Jeux olympiques et les championnats du monde. Et donc, on a mis en place donc, des pôles espoirs, des pôles France. Donc là, pour limiter le nombre et mettre surtout au bon endroit les bons athlètes avec les bons entraîneurs. Mais jamais je me serais imaginé faire autre chose après. C'est les circonstances toujours. Hein. Donc, quand on m'a fait comprendre que c'était bien de passer la main, et j'en convenais volontiers, j'ai assez dit que sur le sport de haut niveau, il faut se renouveler régulièrement. Et donc, je suis devenu directeur régional un peu par logique, parce qu'ayant travaillé sur la formation et sur le sport de haut niveau, c'était quasiment les deux seules grandes compétences d'un directeur régional. Donc, j'allais avoir tous les dossiers de formation et tous les dossiers du haut niveau. Donc, ça m'allait très bien. Sauf que là aussi, il y a eu des réformes, et puis on est devenu direction régionale et départementale. C'est-à-dire, l'administration centrale a pensé, dans un but de mutualisation, qu'il serait bon de regrouper département-région sur le chef-lieu de la région. Et moi, j'étais pas du tout partisan de ça, parce que comme les compétences n'étaient pas les mêmes, je me disais, peut-être que c'est aussi bien de rester comme on est. Et puis, en définitive, quand j'ai été nommé directeur régional et départemental, j'y ai trouvé de l'intérêt, à la fois parce que le directeur régional était aux manettes des affaires départementales du plus gros département de la région, donc il connaissait toutes les politiques des autres directions départementales, ce qui n'était pas le cas avant, et puis aussi parce que cette connaissance permettait d'alimenter les CTR de connaissances qu'on n'avait pas avant à la direction régionale. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant en fin de parcours, en fin de cette affaire du regroupement. Et puis, bon, comme souvent, hein, les bonnes idées ne durent pas. Donc, tout ça a volé en éclats encore avec une autre réforme, puisqu'on a remis les affaires départementales au niveau départemental, dans une direction interministérielle. Et puis, les directeurs régionaux se sont retrouvés dans des fonctions qui étaient leurs fonctions antérieures, avant d'être complètement phagocytés au niveau éducation nationale, puisque maintenant, c'est des délégations régionales et des délégations départementales à l'intérieur des services de l'éducation nationale. Voilà, et c'est pareil, inspecteur général. Oui, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui m'en parlaient, mais tu vas devenir inspecteur général. Moi, je voulais bien faire mon boulot. À la direction régionale de Paris, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas resté très longtemps, je serais bien resté encore.
Mais à l'inspection générale, le chef du service d'inspection générale voulait absolument que je vienne. Et il m'a dit, il faut candidater maintenant, parce qu'après, je ne sais pas si ça sera possible. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'inspection générale. Mais pour la petite histoire, le DRIF, donc le directeur régional d'Île-de-France, qui m'a précédé, est arrivé dans les services à Paris en disant, vous savez, je ne vais pas rester longtemps parce que je vais être nommé inspecteur général. Et il ne l'a jamais été. Et donc, moi, je sais depuis très longtemps, y compris directeur d'une direction ou d'un établissement, c'est pas écrit. Donc, celui qui vous dit, mais moi, je vais être directeur, je sais pas, de l'ENV parce que j'aime la voile, il n'y sera jamais. C'est tellement factuel, ces affaires-là. Moi, je me souviens, le directeur des sports, quand j'étais au haut niveau, m'avait dit, on cherche un directeur de l'ENSA, à Chamonix, est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, je connaissais ça par cœur, parce qu'en plus, quand j'étais dans la formation, j'y allais tous les mois à l'ENSA, au Conseil supérieur des sports de montagne, section alpinisme et ski. Et donc, je connaissais ça par cœur. Et je lui ai dit, écoute, c'est gentil de penser à moi, mais moi, je ne veux pas y aller, parce que je ne me vois pas enterrer mes collaborateurs, parce qu'à l'ENSA, régulièrement, il y a des profs qui se tuent, et moi, je ne sais pas faire ça. Donc j'ai dit non, je ne veux pas. Donc j'aurais dit oui, j'aurais été directeur de l'ENSA. Et il m'a dit oui, mais t'es gentil, mais alors qui je vais nommer ? Alors je lui ai soufflé un nom, il l'a appelé, il a accepté, et donc ça s'est fait comme ça. Donc moi je sais depuis longtemps que les nominations sont très aléatoires dans ces postes à responsabilité. Et que c'est souvent le cabinet, le ministre qui décide. Voilà. Et quand c'est pas le ministre, c'est un coup de poker, quoi. Parmi ceux qui demandent, il y en a des tas qui feraient l'affaire, et puis il y en a qu'un qui est nommé. Hein. Donc, tous ceux qui vous disent, mais moi, un jour, je serai directeur de l'ENSEP, j'ai rarement vu des gens qui ont dit, je serai directeur de l'INSEP, et qui le sont devenus. Par contre, j'en connais beaucoup qui sont venus directeurs de l'INSEP. Et à chaque fois qu'il y en a un qui était nommé directeur de l'INSEP, je lui disais, tu sais, moi, depuis les années 70, je fréquente l'établissement. Écoute-moi bien, aucun directeur n'est resté jusqu'à la fin de son mandat. Ils ont tous été virés. Tous. Donc attends-toi à être viré. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. donc voilà, les nominations sont... D'ailleurs, j'ai failli être nommé directeur de l'INSEP. Il y avait le directeur de l'administration quand j'étais aux Jeux d'Atlanta qui m'a dit « Bouchou, on pense à vous sérieusement pour être directeur de l'INSEP. » J'ai dit « C'est gentil, c'est sympa. Ça sera un beau challenge. » Et puis en définitive, je n'ai pas été nommé. Parce qu'il y a eu des bruits de couloir, ça s'est su, donc... L'association des DTN, un certain nombre de personnes influentes ont fait le nécessaire pour que je ne sois pas nommé directeur de l'INSEP. Et avec du recul, je pense que j'ai été nommé DRIF à cause de ça d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas voulu me faire mauvaise figure. On dit il faut quand même qu'on lui donne quelque chose. Donc j'étais DRIF. Et moi j'étais content comme tout d'être DRIF, parce que je sais la difficulté d'être directeur de l'INSEP. Moi, j'aurais accepté parce que ça ne se refuse pas, mais je ne suis pas sûr que j'aurais réussi aussi bien que d'autres. Alors, non, les nominations et les plans de carrière, en tous les cas pour moi, ce que je peux dire, c'est que Jeunesse et Sport, c'est une toute petite administration qui est absolument extraordinaire, parce que c'était une administration de mission. Voilà. Et quand j'ai démarré, d'ailleurs, c'était la première administration la plus vite déconcentrée, c'est-à-dire que l'administration centrale donnait les crédits au directeur régional en disant voilà les objectifs, voilà une masse d'argent, discutez avec vos collègues directeurs départementaux et vous me rendrez compte de l'utilisation des crédits. Et progressivement, ces crédits sans directive d'emploi ont disparu parce qu'on a tout recentralisé. Aujourd'hui, vous n'avez plus un crédit qui débarque quelque part sans que ça soit décidé au niveau central. Et c'est même pire que ça, parce qu'avec les systèmes de régulation budgétaire, au début d'année, moi j'ai connu ça quand j'étais directeur régional, et je pestais contre ça,
On ne sait même pas ce qu'on va avoir comme crédit. On dit voilà, vous avez possiblement telle somme sur telle ligne. Mais on va seulement vous en envoyer 80 ou 60%. Et quand vous aurez tout dépensé, et s'il nous reste de l'argent, on vous donnera le reste. Comment voulez-vous travailler alors qu'on essaye de travailler dans la durée avec les assos quand on n'est même pas sûr de ce qu'on va avoir dans l'année? C'est pas possible de travailler sérieusement. Et puis à la fin, on a tous connu ça. Moi, j'avais toujours 2-3 dossiers sur le coude parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passait? Coup de téléphone de la centrale. Il me faut un dossier pour 25 000 euros dans les 48 heures. C'est pas comme ça qu'on travaille, hein, mais bon, on a été forcé de faire ça et c'est pas bien. Donc, non, on a beaucoup régressé en tant qu'administration, qui est plus tellement une administration de mission, qui est maintenant une administration comme les autres. Il faut remplir des tableaux Excel. C'est rendre des comptes, passe plus de temps à rendre des comptes qu'à faire les actions. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Voilà, ce qui fait que je me suis beaucoup investi sur la formation des personnels pour essayer d'aider les gens à comprendre ce qui leur est arrivé dans les réformes, leur ouvrir les yeux, leur donner des points de repère, et puis à revenir sur ce que j'appelle moi les fondamentaux. C'est-à-dire, quand on est à Jeunesse et Sport, il y a une dizaine de fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut toujours avoir en tête. Et je pense que les chefs de service n'ont pas cet outil. L'administration centrale n'a jamais voulu faire l'effort pour donner des outils aux chefs de service pour que ça fonctionne mieux. Donc, la seule façon, c'est de les donner aux agents. Mais les agents, ils font ce qu'ils peuvent aussi, hein, donc... Voilà, pour ma carrière et une première... Alors, résumer ça en un mot, c'est pas possible. Hein. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait une dizaine de métiers différents. Ils m'ont tous captivé. Je suis pas sûr que dans beaucoup d'autres administrations, ce soit possible de faire le même déroulé de carrière. Non, je pensais pas que j'allais me marier avec Jeunesse et Sport, mais en définitive, j'ai fait toute ma carrière à Jeunesse et Sport. Et je dis que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, même si à la fin, c'était un peu difficile. Alors, j'aimerais qu'on retourne un petit peu en arrière, parce que ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez traversé une époque où le sport français s'est structuré autrement. C'est-à-dire c'est parti de pas grand-chose à aujourd'hui une structure qui a beaucoup changé. Vous avez parlé de votre formation à l'ENSEP. Alors, on était, je crois, à la fin des années 60. Est-ce qu'il y avait un état d'esprit partagé dans cette génération d'enseignants en EPS? Justement, à un moment, le sport français n'était pas encore du tout structuré comme il a pu l'être ensuite. Alors, dans ma formation à l'ENSEP, on avait la chance de côtoyer l'INS. Donc, on a côtoyé des Bambuques et d'autres athlètes. Mais il y a toujours eu une séparation entre les profs d'EPS qui sont toujours considérés comme un peu les intellectuels de l'affaire et cette espèce de dédain du secteur sportif et des gens qui sortaient du terrain. Voilà. Et moi, personnellement, je l'ai senti et je l'ai... vécu douloureusement parce que, au contraire, je pense, et ça fait partie des fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, à Jeunesse et Sport, depuis Léo Lagrange, pour dire les choses, on a une administration qui, au contraire, donne la chance à tout le monde de devenir cadre et d'effectuer une carrière dans le sport. Et pas seulement dans l'éducation physique. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, les seuls à être des professionnels, c'était les profs d'éducation physique. Et donc les profs d'éducation physique, c'est à l'école. Alors comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout de suite après la guerre, gérait l'ensemble des profs d'EPS, ce qu'on a oublié de dire, hein, parce qu'en 81, il y a eu la bascule de la gestion, tous les profs d'EPS qui étaient gérés par Jeunesse et Sport ont été gérés par l'Éducation nationale comme tous les autres profs. Mais avant 81, c'était Jeunesse et Sport qui gérait
y compris le PS dans les établissements. Et les profs de PS, et la formation des profs de PS. Entre autres, la formation continue. Et de nombreux profs de PS avouent avoir beaucoup perdu en termes de formation continue avec le rattachement des profs à l'éduc. Alors, ils ont gagné l'agrégation, ça c'est sûr. Et puis, le débouché universitaire, qui n'existait pas avant non plus. Donc, oui, il y a eu des grandes évolutions, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que tout de suite, après... Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est que l'époque du Front populaire, qui a quand même pas duré bien longtemps, a quand même structuré considérablement le champ de jeunesse et sport. À la fois parce que c'était la période des premières vacances organisées, à la fois c'était le début des réductions SNCF pour faire circuler des groupes, c'était le lancement des auberges de jeunesse, c'était le développement du ski et d'une façon générale des sports de nature, le canoë, la randonnée, le vélo, l'équitation, la voile, y compris le parachutisme ou le vol libre qui s'est développé à partir de cette époque-là avec une volonté politique de toucher toutes les activités. Et alors, chose tout à fait paradoxale dont on parle peu, c'est que sous Vichy, les personnels qui avaient été mis en place sous Léo Lagrange sont restés et les politiques développées par le Front populaire ont été repris sous le régime de Vichy. On a créé les Krebs partout à cette époque-là. Enfin, il y a eu une embellie même de ces activités sportives. Et quand je dis sportives, c'est dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire dans un sens global, pas seulement les compétitions, parce que encore beaucoup aujourd'hui, ça fait partie de mes dadas. Moi, je lutte contre cette espèce de cloisonnement qu'on n'arrête pas de mettre entre le sport populaire, le sport de compétition, le haut niveau, le sport professionnel et la pratique individuelle, tout ça. Mais ça, c'est des arguties intellectuels. Depuis toujours, le sport est transversal et cette unité de l'ensemble des pratiques sportives, c'est notre culture depuis le début. Et je trouve dommageable qu'on n'accepte pas, par exemple, la définition du sport qui a été faite par le Conseil de l'Europe. Et c'est quand même un peu dommage parce que ça fait des années que ça a été fait. Personne ne le contredit, trouve la définition intéressante, mais en même temps, non, chacun a sa propre définition et est sûr d'avoir raison sur la définition du sport, toujours en saucissonnant. Voilà. Alors oui, les activités physiques et sportives et le sport dans sa globalité, c'est mon point de vue, c'est comme la création du monde, c'est-à-dire que c'est un monde en expansion, donc il y a de plus en plus d'activités qui s'éloignent les unes des autres. Et pour y voir clair, il faut accepter la complexité, ce qui n'est pas toujours le cas de tous ceux qui s'occupent de sport. Parce que là aussi, si on dit on va simplifier, on n'a rien compris au phénomène qui ne fait que se complexifier et ça va durer. Donc oui, le sport est un monde en soi, en quelque sorte. C'est un phénomène global, hein, comme dit le sociologue Mauss. Donc oui, d'aucuns cherchent à séparer les pratiques et pour défendre des points de vue, je pense au sport professionnel, sont prêts à rayer d'un trait de plume le passé. Heureusement, ça tient encore. D'ailleurs, c'est miraculeux que ça tienne encore. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas assez de communication sur... Qui sait que le sport professionnel est sous l'autorité du sport fédéral ? Qui le sait ? Alors que c'est le cas. Donc, et heureusement, c'est le cas, parce que sinon, il n'y aurait plus... Les fédérations n'existeraient plus. Enfin, elles existeraient toujours, mais elles seraient réduites à organiser les championnats de France, c'est tout.
Donc non, disons que l'organisation du sport a beaucoup évolué pour des tas de facteurs qui sont intrinsèques et qui sont aussi extérieurs au sport, parce que la société a beaucoup évolué. Par exemple, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup interrogé, intrigué, parce que je n'avais pas vu ça, hein, c'est que quand on était sous le Front populaire, il y avait 2 semaines de vacances. Ensuite, la scolarité obligatoire, elle a effectivement été portée à 16 ans en 1959, mais en 1959, elle a été portée à 16 ans pour ceux qui avaient 10 ans, qui étaient au début. Donc en réalité, c'est seulement depuis 69, donc c'est très récent, que la scolarité est à 16 ans. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout de suite après la guerre, il y avait un paquet de gamins, mal nourris d'ailleurs, qui étaient en dehors du système scolaire et qu'il fallait bien un peu s'occuper quand même. Et donc toute la politique du extrascolaire, avant c'était post-scolaire, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas dans l'école, il fallait leur proposer des activités, d'où toutes ces animations qui ont été lancées de partout, d'où le brevet populaire, d'où cette logique de la promotion sociale que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on a lancé des moniteurs d'éducation physique, donc on développait, il y avait des challenges, on développait l'activité, puis on voyait bien quels étaient les meilleurs, et là-dedans quels étaient ceux qui avaient un peu le tempérament d'animateur, qu'on prenait à part, et qu'on formait, qui devenaient moniteurs, et qui développaient, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme, après la guerre, les seuls professionnels, c'était les professionnels de jeunesse et sport, c'est-à-dire sur statut éducation nationale pour l'extrascolaire. On a développé des tas de structures, des centres d'initiation, des centres permanents, avec quelquefois, et souvent d'ailleurs, des personnels qui étaient sur des postes de profs de PS, mais qui n'étaient pas profs de PS, qui ont été pris comme auxiliaires, comme vacataires, et d'ailleurs, à ce moment-là, comme le plein air était une des stratégies nationales fortes, donc le plein air, on a mis en place des diplômes de plein air, d'initiateurs, moniteurs, instructeurs, qui permettaient justement à ces personnels qui exerçaient des fonctions d'encadrement, mais qui n'avaient pas de diplôme pour être payés comme un prof de PS, ou un chargé d'enseignement, un prof adjoint, avec ces qualifications de plein air, on a permis, donc toujours dans le cadre d'un esprit de promotion sociale, à des gens de sortir du terrain, d'être formés, et puis devenir fonctionnaires en fin de parcours.